Alors on enchaîne avec le chapitre suivant, chapitre 14, sur donc de la mécanique. On passe à la physique, on n'est plus dans la chimie du tout. On passe à la physique avec un gros sujet qui est donc la mécanique. C'est quoi la mécanique? C'est l'étude du mouvement des objets. Donc quand les objets se mettre à bouger tout simplement. Ça a été quelque chose de très compliqué au fil des siècles, puisque en fait il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intuitives du tout. Notamment, vous savez, toute l'histoire de est-ce qu'un objet plus lourd tombe plus vite, parce qu'il y a les frottements de l'air, ensuite il y a eu la gravité avec Newton. Bon. Ce sont des choses vraiment très complexes, et surtout, un truc en mécanique qui est super important, c'est de bien distinguer les grandeurs physiques entre elles. C'est-à-dire que souvent vous allez confondre la force avec la vitesse, avec une énergie cinétique, etc., etc. Il faut bien avoir en tête ce que sont toutes ces grandeurs-là. Donc voilà, reprenez, lisez des choses dans les manuels, sur internet éventuellement, sur ce que c'est qu'une force, etc. Bon, j'y reviendrai petit à petit tout au long du cours, mais en mécanique, il y a principalement deux choses à vraiment faire correctement. On essaie de bien définir ce que c'est qu'une force, une vitesse, une accélération, etc., d'avoir ça bien au clair dans sa tête. Et deuxièmement, on est rigoureux ensuite quand on parle du système, c'est-à-dire que, vous l'avez vu en seconde, par exemple le mouvement est relatif à un référentiel, c'est-à-dire quand je parle de la vitesse d'un objet, c'est forcément dans un référentiel donné. Bon voilà, ça c'est juste deux petites choses comme ça, mais il faut vraiment être rigoureux, sinon vous allez être perdu tout de suite. Donc on va parler dans ce chapitre de travail d'une force, et d'énergie cinétique aussi, que vous avez déjà vu au collège, mais surtout le gros point c'est le travail d'une force. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à manipuler, c'est pas si compliqué finalement, mais voilà, c'est vraiment une nouvelle notion. Et donc, je vous ai fait une petite approche comme ça, intuitive du problème, pour voir de quoi il en retourne. Donc ça c'est une activité, ensuite il y aura un cours qui viendra derrière. Donc là c'est une activité découverte. Alors, approche intuitive du problème, chacun des personnages a le même but, déplacer un wagon de la gauche vers la droite sur une distance AB égale 10 mètres. Donc vous voyez, vous avez un petit wagon ici, des rails. L'idée c'est de mettre en mouvement ce wagon de la gauche vers la droite comme ça. Vous avez des petits personnages qui tirent sur le wagon, chacun avec la même force, ok? Et donc on considère que c'est 800 newtons. Première question, est-ce qu'il y a une ou des directions particulièrement inefficaces pour agir sur la vitesse du wagon? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ou plusieurs directions qui vont faire que lorsque je tire dessus, le wagon ne va jamais bouger. Même si je mets des milliers de newtons, ça ne bougera jamais. Bon, eh bien, je pense que vous voyez bien que là, le personnage donc 5, F5, eh bien, il est totalement inefficace, il peut tirer aussi fort qu'il veut, au pire il va renverser le wagon, mais jamais il le mettra en mouvement de gauche à droite. Donc c'est une direction qui est inefficace. Pour les autres, voilà, on voit que ça va le mettre en mouvement. Là, ça va aller dans l'autre sens, mais c'est pas totalement inefficace, ça le fait bouger. On peut se dire, on peut imaginer que si en fait il était même au-dessus ou derrière, etc., toutes ces directions-là, comme ça que je suis en train de décrire, elles sont totalement inefficaces. Donc, en fait, ce sont quoi? Ce sont les directions perpendiculaires au mouvement. Donc ici, vous mettez que les directions perpendiculaires au mouvement sont inefficaces. Les directions perpendiculaires au mouvement sont inefficaces. Ça, c'est une première chose importante quand on parle du travail d'une force. Ensuite, attribuer à chaque personnage une expression. Alors, voilà, c'est un petit peu pour vous faire quelque chose de ludique, si on veut. Je résisterai. Alors, qui c'est qui va résister? Je vous l'ai dit, ceux-là, ils vont avoir tendance à mettre en mouvement. Donc, ça va être celui-là qui va résister. Donc, ici, vous mettez « je résisterai », c'est le personnage petit a. B, je ne sers à rien, on vient de le dire, eh bien c'est lui. Donc ici, B, c'est tout noir, mais vous pouvez mettre quand même B ici. C, je fais ce que je peux, eh bien on peut l'attribuer aussi bien à lui et à lui. Donc là, vous pouvez mettre C. Et D, moi aussi, je fais ce que je peux, pardon, donc oui, c'est là. C et D ici. Bon, il n'y a pas de bulle pour celui-là. Mais surtout, E, c'est moi le meilleur. Donc ici, tout en haut, vous mettrez petit e, c'est moi, enfin le grand E, c'est moi le meilleur pour celui-là. Voilà, pour ça, on commence à voir que pour déplacer un objet, eh bien, il y a des directions qui sont privilégiées. Ok. Deuxième partie, maintenant, donc l'idée ça va être de mettre en équation tout ça. Deuxième partie, tous les personnages abandonnent sauf le meilleur. Donc on considère vraiment maintenant que le personnage où on a mis petit e,
Et on expérimente, pardon, c'est pas 2 situations ici, c'est 3 situations. C'est pas 3, c'est 2, je vais y arriver. Donc premier cas, il tire le wagon, ici hein, c'est 2 situations. Il tire le wagon avec une force F1 800 N sur une distance de 10 mètres. Deuxième cas, le wagon avec une force F1' 400 mètres sur une distance AB' égale 20 mètres. Comparez l'effort fourni dans chacun des cas. Donc 800 N sur 10 mètres, 400 N sur 20 mètres. Si je vous demande de faire ça, à votre avis, au niveau de l'effort fourni, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, comme ça, intuitivement? Eh bien, on se rend compte qu'a priori, il va avoir fourni le même effort. Là, il tire 2 fois plus fort que là, mais la distance est 2 fois plus petite que là. Donc du coup, on se dit que ça se compense et l'effort est le même. Donc ici, vous mettez, dans les 2 cas, l'effort semble être le même. Dans les 2 cas, l'effort semble être le même. Ensuite, parmi les grandeurs suivantes, quelle est celle qui caractérise au mieux l'effort fourni? Alors, l'idée c'est de se dire justement, cet effort, comment je fais pour le quantifier? Si je devais vraiment mettre des nombres dessus, comment faire pour essayer de quantifier ça? Si je considère que la valeur de la force, mais on vient de le voir, ça suffit pas, il faut parler de la distance aussi. Hein, si je vous dis tirer un objet sur 10 mètres ou sur 10 km, c'est quand même pas la même chose, même si vous y mettez la même force. Donc valeur de la force, oui ça va jouer, mais il n'y a pas que ça. Longueur du déplacement, pareil, on vient de le dire, entre 10 mètres et 10 km, ça va jouer, mais il n'y a pas que ça. On voit du coup, il va falloir mêler ces 2 valeurs. Alors, produit de la valeur de la force pour la longueur du déplacement, ou quotient de la valeur de la force pour la longueur du déplacement. Bon, on essaye, on multiplie les 2 valeurs, ou on les divise par exemple. Alors, si jamais je prends la division, valeur de la force, donc je divise la force par la longueur du déplacement. Eh bien, regardez dans notre cas ici, si je fais 800 divisé par 10, ça fait 80. Si je fais 400 divisé par 20, ça fait 20. Donc ça ne fait pas le même résultat. Alors qu'a priori, on a l'impression que l'effort va quand même être le même. D'accord? Donc c'est bizarre, on ne tombe pas, visiblement ce qu'on est en train d'essayer de mettre en équation, ça ne marche pas avec l'intuition. Par contre, le troisième là c'était produit de la force et du déplacement. Si je fais 800 fois 10, ça fait 8000. Et si je fais 400 fois 20, et bien ça fait 8000 aussi. Donc on voit que là, en multipliant force et déplacement, je retombe sur une valeur. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant que cette valeur, c'est 8000. N'empêche que c'est la même valeur dans les 2 cas. Et intuitivement, on avait vu que ça me donnait, qu'on avait l'impression qu'on fournissait le même effort dans ces 2 cas. Donc c'est sans doute une histoire de produit, plutôt que de quotient. Donc vous entourez ici produit de la valeur de la force par la longueur du déplacement. D'accord? Donc, petit à petit, là, on commence à comprendre que en multipliant force et déplacement, j'arrive à une valeur qui me permet de quantifier mon effort. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le travail d'une force. Et donc, grande notion de travail d'une force. On considère que la force est constante pour l'instant, donc forcément c'est une introduction, tout ça, on restera là-dessus d'ailleurs en première. Les forces sont toujours constantes. En réalité, forcément, elles ne le sont pas. Vous allez pouvoir tirer plus ou moins fort à un moment donné. Bon, pour l'instant, force constante. Une force constante, attention, vecteur F. Vous voyez, ce sont des vecteurs. D'accord? On manipule des vecteurs dans ce chapitre. Qui agit donc sur un mobile en mouvement de translation tout au long d'un déplacement AB. Donc A, point de départ, B, point d'arrivée. Je déplace sur un déplacement, donc AB. C'est un vecteur AB, là aussi, attention. On dit qu'elle effectue un travail W. Donc W, pourquoi? Parce que ça vient de work en anglais. Dont l'unité est le joule, on y reviendra. Selon les cas, un travail peut être moteur, résistant ou nul. Alors moteur, ça va être quand vous allez effectivement déplacer l'objet dans le sens voulu. Résistant, c'est lorsque, au contraire, ça va résister, le travail va résister par rapport au mouvement qui est en train de se faire. Ou nul, si la force que vous êtes en train d'exercer n'a aucun impact sur le mouvement. Reprendre la première partie, nommer les travaux de chacune des forces. Alors moi je remonte, puis vous allez noter dans les pointillés. Donc, qui c'est qui a un travail, quel est le travail qui est nul? Eh bien le personnage ici, F5 fournit un travail nul, puisqu'il est perpendiculaire à la direction du mouvement, on a dit. Les 3 personnages ici fournissent un travail moteur, puisqu'ils arrivent effectivement à mettre en mouvement le wagon dans le bon sens, dans le sens voulu. Et ce personnage-là fournit un travail résistant, donc le personnage F4. D'accord? On revient à notre question. Donc,
Parmi les relations proposées ci-dessous pour définir le travail qu'une force constante de valeur F effectue sur un mobile au cours d'un déplacement rectiligne de longueur AB, quelle est celle qui vous paraît la mieux convenir et pourquoi? Première chose, attention ici, regardez, on manipule non plus des vecteurs, mais des normes. Il n'y a pas de flèche sur le F ni sur le AB, donc ça veut dire que ça c'est la norme de F, donc la norme de la force, et la norme de la longueur AB. Et on a vu qu'il y avait une histoire de produit, mais il y a une histoire d'angle aussi. On voit bien que le premier, là, dans le premier cas, il y en a un qui tirait de façon très efficace, et si vous avez un angle entre les rails et puis les autres personnages là, donc, parmi les relations proposées ci-dessous pour définir le travail qu'une force constante de valeur F effectue sur un mobile au cours d'un déplacement rectiligne de longueur AB, quelle est celle qui vous paraît la mieux convenir et pourquoi? Attention déjà, regardez ici, on manipule plus des vecteurs, on manipule des normes. Vous avez vu, il n'y a pas de flèche au-dessus. Ça c'est la norme de F, ça c'est la norme de AB. Et voilà, c'est la norme des deux vecteurs considérés. On a W égale FAB sin alpha, FAB cos alpha ou FAB alpha. Et bien oui, on a vu qu'il y avait une histoire de produit, ça c'est bon, on n'est pas sur un quotient. Mais ce travail, il va être égal à quoi? Le produit de la force et du déplacement, mais il y a une histoire d'angle aussi. On a bien vu au départ qu'ils n'étaient pas tous efficaces en fonction de l'angle par rapport au mouvement souhaité. Donc du coup, déjà, vu qu'il y a une histoire d'angle, celui-là, on ne va pas le prendre en compte. On voit que s'il n'y a que ça, s'il n'y a que F scalaire, FAB, FOAB, ça ne marche pas. Donc, alpha, c'est l'angle entre la force F et le vecteur AB. Celui-là, ça ne marche pas. Donc justification, vous mettez pour le premier, pas d'angle entre... il n'y a pas d'angle dans la relation entre F et AB, alors que il faut le prendre en compte. Les trois autres relations le prennent en compte. Alors, comment on va départager tout ça? Eh bien, on a vu un cas particulier, important. On a dit que quoi? Que lorsque l'angle il était égal, quand il y avait perpendicularité entre le déplacement et la force, alors le travail était nul. Du coup, il faut que dans notre relation, ça apparaisse. C'est-à-dire que si alpha vaut perpendiculaire, ça veut dire combien? Ça veut dire 90. Si alpha vaut 90 degrés, eh bien je dois avoir W qui vaut 0. Alors, laquelle de relation va correspondre? Eh bien ici, si j'ai alpha qui vaut 90 degrés, ou même donc en radian, alors il faut parler en radian quand on est en physique, donc alpha en radian, ça fait du pi sur 2, ça ne fait pas 0 ici. D'accord? Donc ça, c'est pas bon, puisque ça ne fait pas 0 lorsque F et AB sont perpendiculaires. Entre les deux, alors justement, entre sinus pi sur 2 et cosinus pi sur 2, lequel fait 0 lorsque... lequel fait 0? Et bien, vous savez que c'est le cosinus. Sinus de pi sur 2, ça fait 1, donc ça voudrait dire que le travail est maximal, d'accord? Là, pour alpha égale 90 degrés, soit pi sur 2, j'aurais W égale FAB, c'est-à-dire qu'il serait maximal lorsque les F et AB sont perpendiculaires. Or, c'est pas ça du tout, il est nul. Alors que là, du coup, cos alpha, pour alpha qui vaut pi sur 2, ou 90 degrés, ça me fait 0, et donc ça fait bien W égale 0. Donc c'est cette relation-là que vous entourez, et qui sera donc à connaître, on y va pendant le cours. Le travail d'une force, c'est FAB cos alpha, avec alpha qui est l'angle entre F et AB. Et donc vous avez bien noté les justifications en dessous. Dernière question, à quelles conditions le travail est-il nul? Eh bien, je viens de le dire, le travail est nul lorsque F et AB sont perpendiculaires. Donc le travail est nul lorsque la force et le déplacement sont perpendiculaires entre eux. Voilà pour cette activité.